Aujourd'hui, je vais recevoir Noémie, qui est experte en storytelling et en gestion de communauté. Et tu es aussi auteur du livre Le pouvoir des communautés des éditions Erol. Qu'est-ce qui vous a poussé, Noémie, à écrire un livre sur les communautés et pourquoi tu penses qu'elles sont si importantes aujourd'hui pour la notoriété des marques et des individus? Merci pour l'introduction. Du coup, en effet, je suis aujourd'hui spécialisée sur le sujet des communautés. J'ai cofondé Communo, qui est la première école francophone du community building. Donc, on accompagne et on forme les entreprises et les entrepreneurs à créer et animer des communautés autour d'une marque, d'un projet ou d'une thématique particulière et spécifique aux utilisateurs. Ce qui m'a poussée à écrire un livre, c'est avant tout une opportunité. J'ai été contactée il y a 2 ans par Erol, qui cherchait à se positionner sur le sujet et qui m'avait identifiée comme étant potentiellement pertinente pour en parler. Et moi, de mon côté, j'avais vraiment cet enjeu par rapport à Communo et à ce sujet des communautés d'évangéliser et de le faire connaître aux entrepreneurs, aux marketeurs, aux entreprises, parce que c'était encore il y a quelques années un sujet qui n'était pas extrêmement bien compris. Même aujourd'hui, on le voit, il y a encore quand même pas mal de confusion et de difficultés pour une grande partie des entreprises à se lancer et à créer des communautés qui marchent vraiment. Alors, maintenant, si on va pouvoir un peu définir qu'est-ce qu'une communauté, hein, et le contexte de la communauté dans la notoriété, en fait. Quelles sont, selon toi, les valeurs essentielles qui font qu'une communauté peut renforcer la notoriété? Oui, alors du coup, chez Communo, une communauté, on la définit vraiment comme un groupe d'individus qui sont fédérés autour d'un objectif, d'un centre d'intérêt, d'un enjeu, d'une problématique commune. Et donc, du coup, ils sont fédérés en général sur un espace fermé ou privé, donc un groupe de messagerie instantanée, des événements, des choses comme ça, par une marque. Donc voilà la définition qu'on donne généralement de la communauté. Et pourquoi elle est utile à la notoriété de la marque? Ben, tout simplement parce que, ou à commencer parce que plutôt aujourd'hui, en tout cas c'est quelque chose que j'observe énormément dans, dans les entreprises que j'accompagne et que j'analyse. Et puis de manière générale, on est vraiment dans une période qui est marquée par une forte crise de la confiance de la part des consommateurs vis-à-vis des entreprises. Euh, il y a un lien et un accord tacite entre les uns et les autres qui a été brisé ces dernières années, notamment à travers de nombreux scandales, des pratiques de greenwashing, la communication très peu éthique. Et la communauté, c'est une manière justement de remettre de l'humain dans la communication et aussi de remettre de l'humain dans euh, les démarches marketing et finalement les valeurs et la raison d'être de l'entreprise. Et donc de restaurer de fait ou de commencer à restaurer ce lien de confiance. Ok. Quelles sont les premières étapes pour créer une communauté qui peut réellement devenir un levier de notoriété selon toi? Y a-t-il des erreurs courantes à éviter au début? Oui, potentiellement, je pense que la première étape, ça consiste à questionner la finalité de cette communauté. Créer une communauté pour la notoriété, très bien, mais est-ce qu'on a vraiment quelque chose à donner à cette communauté? Parce que créer un groupe, et rassembler des gens juste pour se faire mousser en tant que marque et valoriser sa marque, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que les humains sont quand même pas non plus des idiots totaux et on n'est pas dupe quand on est un consommateur en général et de moins en moins. Et si une démarche est lancée uniquement dans une volonté d'en retirer un gain quelconque pour l'entreprise, s'il n'y a pas de relation gagnant-gagnant, les consommateurs ou les gens, les membres de la communauté le sentiront et ils n'auront pas forcément très envie de s'engager dans cette communauté. Donc, je pense que la première démarche, enfin, la première étape, c'est alors de comprendre qu'est-ce qu'on cherche à accomplir à travers cette communauté pour soi, pour son entreprise, donc potentiellement de la notoriété, mais aussi qu'est-ce que les gens qui rejoignent ma communauté cherchent à accomplir, qu'est-ce que je peux leur donner. Parce qu'avant de demander, aujourd'hui, il faut donner. C'est quelque chose qui se répand dans le marketing. C'est très difficile de simplement demander
ou exiger ou proposer un produit à la vente sans avoir créé cette relation de confiance au préalable. Une chose que j'aimerais vous demander, quelle est l'importance de l'engagement par rapport à la taille de la communauté pour accroître la notoriété? C'est-à-dire, vaut-il mieux une communauté plus petite mais très engagée ou une plus grande avec et moins active? Bah, du coup, je pense que vous avez répondu dans votre question. Oui, bien sûr, l'engagement justement est plus important, que la taille. Donc l'enjeu n'est pas, d'avoir, heu, un groupe avec 5 000 personnes. Ça, c'est peut-être ce qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est une audience en fait. Si les gens ne font rien, s'ils interagissent pas et s'ils ne mettent en place aucune démarche, qui est positive et vertueuse pour la marque, ça ne sert absolument à rien de créer une communauté. Voilà. Mais je vous ai posé la question exprès parce que c'est une croyance, hein. Les gens pensent que ils confondent un peu la taille de la communauté et les engagements en fait. Bien C'est sûr, pas ouais. que voilà. Ouais, il y a quelque chose qu'on appelle, les vanity metrics ou les métriques de vanité, dans le cadre, des réseaux sociaux et c'est des choses comme justement le nombre de followers, qu'on va avoir sur Instagram, sur, YouTube et cetera, voire le nombre de likes qu'on a sur ses publications. Tout à Ces fait. indicateurs, disent des choses, mais ils ne disent en rien, l'attachement à une marque, ou la popularité de cette marque, au sein de au sein des consommateurs, au sein des groupes de Mmh. consommateurs. Exactement. À la fin, c'est, vraiment, l'action quoi. Mmh. C'est acheter ton produit, c'est ou Sûr, ton défendre la service. marque, y être Voilà, attaché, et voilà. ces choses-là ne sont pas forcément, représentées par, le fait qu'on a, 50 000 personnes qui nous suivent sur les Bien réseaux sociaux. sûr, bien sûr. Nous allons parler maintenant des outils et des plateformes. Vous expliquez dans votre livre qu'il est nécessaire de faire une recherche communautaire, c'est-à-dire de créer une communauté persona et de Mmh. définir sa proposition de valeur communautaire. Oui. Alors, j'aimerais que tu expliques qu'est-ce que la communauté persona, community persona, et qu'est-ce qu'une proposition de valeur communautaire, et pourquoi il est important de faire cette recherche pour faire le bon choix de plateforme en fait. Oui, alors du coup, un community persona, c'est tout simplement un concept, que j'ai emprunté, au marketing, en général. On parle souvent de buyer persona ou de marketing persona, qui n'est ni plus ni moins qu'une représentation, semi-fictionnelle, d'un client idéal. Le community persona, c'est du coup une représentation semi-fictionnelle, du membre type de ma communauté. Et donc du coup, c'est, une représentation, un portrait robot qu'on va aller construire en se basant sur de la donnée, quantitative et qualitative, en faisant justement de la recherche auprès, bah, soit des personnes dans sa communauté, si on a déjà une communauté, soit des personnes dont on imagine qu'elles pourraient être intéressées à rejoindre sa communauté si on n'a pas encore de communauté. Et en faisant de la recherche auprès de ces profils, généralement, on se rend compte qu'il y a des sujets qui les intéressent, il y a des enjeux auxquels ils cherchent à répondre d'une manière ou d'une autre dans leur quotidien. Hem et du coup, bah, ça permet d'affiner une proposition de valeur qu'on va leur faire à travers la communauté. À quel besoin, à quel enjeu, à quel objectif est-ce que ma communauté répond pour les personnes que je cible? Et c'est ça la proposition de valeur communautaire. Par exemple, une communauté, de soutien et d'échange d'astuces, voire, de vêtements pour, les jeunes mamans, d'enfants entre, 3 mois et 1 an et demi. Ça, c'est une proposition de valeur communautaire, typiquement. Sur un persona qui est la jeune maman d'un enfant qui a peut-être besoin, d'échanger avec d'autres mamans, de se rassurer, de faire du troc de fringues, et cetera, et cetera. Ça, c'est donc du coup, potentiellement, une proposition de valeur qu'on pourrait faire, autour d'une communauté, sur ce persona-là. Voilà, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir choisir quelle est la plateforme, c'est-à-dire où vont être, par exemple, ces mamans que vous disiez dans l'exemple, hein, Mmh c'est mh. le community buyer, et c'est à partir de là qu'on va choisir. Parce que c'est vrai que tout le monde dit ah mais c'est quel outil, quel outil? Non mais c'est pas d'abord c'est pas le plus important, n'est-ce pas Noémie, l'outil. Non, ce n'est pas le plus important, l'outil, en effet. C'est vrai qu'on a tendance à généralement se ruer et se précipiter sur les choses qu'on contrôle et qui peuvent être actionnées assez rapidement. Le fait de télécharger, une plateforme conversationnelle et cetera. Hem, c'est généralement en observant les pratiques existantes auprès de la cible qu'on va aller chercher à adresser
qu'on va comprendre où est-ce qu'on peut, au mieux justement capter son attention dans la journée, sans créer un nouvel outil, créer un nouvel usage. Et donc du coup, en faisant une analyse et de la recherche auprès de son persona, on va comprendre quel type de canaux, de plateformes ce persona est susceptible, de privilégier. Voilà. Il y a une question que tout le monde se pose, notoriété organique versus notoriété construite. Alors, est-ce que la notoriété construite par une communauté a-t-elle plus de valeur que celle obtenue par d'autres moyens comme la publicité? Quels sont les avantages de la notoriété gagnée grâce à une communauté? Alors je suis pas sûre de voir la différence entre notoriété construite et notoriété organique. Alors, ce que je voulais dire, peut-être que j'ai mal posé la question, c'est à travers la publicité. Elle est D'accord. construite à travers la publicité, au Mmh. lieu que ça soit quelque chose d'organique, c'est-à-dire à travers la stratégie de contenu normale ou voilà, pour capter ces personnes vers ta communauté. Est-ce Mmh. qu'on peut le faire à travers la publicité? Est-ce que c'est quelque chose, c'est des questions que les gens se posent. Voilà. Mais du coup, l'acquisition, sponsorisée, ou en tout cas, l'utilisation de leviers comme, le paid, ou le sponsoring sont, des leviers qui sont tout à fait valides dans le cadre d'une stratégie marketing d'entreprise, bien évidemment. Mais ce sont des leviers et des canaux, dont il ne faut pas oublier que, ils vont avoir un ROI qui est potentiellement de plus en plus bas, ou en tout cas, qui vont être associés à des coûts de plus en plus élevés. Pourquoi? Parce qu'avec ces produits-là, on va aller taper dans son, marché de premier niveau, dans un premier temps et ça va coûter un certain prix. Et une fois qu'on aura épuisé, son audience de premier niveau, il va falloir aller chercher des audiences un peu plus éloignées, de son sujet, qui sont potentiellement du coup plus chères à aller adresser, sur lesquelles il y a une concurrence plus élevée. Les coûts généralement de publicité, augmentent aussi avec le temps, puisque, bah, les industries se saturent, la concurrence se développe, et s'organise. Alors que quand on s'appuie sur des canaux organiques, comme la communauté, en général, on fait un investissement initial qui est la mise en place de la communauté et son animation. Mais si on fait les choses bien, la communauté, elle ne va pas s'auto-animer toute seule, bien évidemment, mais il y a des membres qui vont, émerger dans cette communauté, qui vont potentiellement prendre, heu, en charge une partie de l'animation et du développement de la communauté. Et donc, en théorie, le ROI, heu, du marketing organique est, plutôt sur une courbe, de développement, vers le haut, voire exponentielle si on a de la chance et qu'on fait les choses bien. Le ROI lié au sponsoring, heu, sera toujours capé. On peut le faire, descendre si on cible bien, qu'on affine ses personas et cetera. Mais en général, ce qu'on observe, c'est que les coûts d'acquisition, augmentent avec le temps. Ok. Penses-tu que on peut créer, par exemple, une communauté à partir de zéro? Est-ce que, c'est une question courante, est-ce qu'il faut d'abord créer une communauté qui n'est pas une vraie communauté sur les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, Instagram, pour après, quand on est bien établi dans ces plateformes, pour après créer cette communauté? Est-ce que c'est possible de partir de zéro? Par exemple, une marque qui n'a pas de visibilité ou une très petite visibilité, elle peut créer une communauté Qu'est-ce que sans tu ferais avoir toi? une plateforme déjà avec des personnes qui la suivent. Là, je te retourne la question, qu'est-ce que tu ferais toi si tu étais dans cette situation? Moi, je créerai d'abord une visibilité, c'est ce que Ouais. je ferai, par YouTube, par Instagram, par LinkedIn, Mmh. pour après, quand on a des gens assez, voilà, et aussi pouvoir les comprendre, c'est-à-dire Mmh. euh, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils désirent, quels sont les objectifs pour créer cette communauté et quel serait le point central pour unir ces personnes. Donc, je pense que je partirai de là. Très bonne réponse. Je ne sais pas s'il y a une réponse, figée pour cette question parce qu'elle est très pertinente. Mais du coup, il y a, plein de cas particuliers, d'entreprises et des exemples et des contre-exemples. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, bah, les gens, il faut bien aller les chercher quelque part et en général, on peut les trouver sur les plateformes,
en ligne sur les réseaux sociaux et c'est la stratégie dans laquelle s'engouffrent la plupart des marques. C'est une stratégie qui peut marcher, qui peut être laborieuse aussi parce que ces dernières années, on observe que c'est de plus en plus difficile de construire ne serait-ce qu'une audience sur, des réseaux comme Instagram, comme LinkedIn, parce que, bah, tout simplement, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de publications, donc c'est pas simple de sortir du lot. Je pense que c'est une stratégie importante et sûrement, intéressante, mais qui est aussi de plus en plus compliquée. Ceci étant dit, il y a peu d'alternatives et tout dépend bien sûr du contexte, de l'entreprise, ou de l'entrepreneur. Et si par exemple, c'est une entreprise qui est extrêmement bien, je pense enracinée, dans un territoire, ou dans une ville ou dans une localisation particulière, ça peut aussi être intéressant de commencer en développant un système, ou un écosystème de partenaires, d'ambassadeurs et cetera, offline, donc à travers des événements, des choses comme ça, pour renforcer l'adhésion, au projet et à la communauté. Je pense que c'est des voies, différentes qui répondent à des enjeux différents et à des publics cibles différents, mais les 2 sont possibles. On peut commencer les réseaux sociaux, mais on peut aussi commencer, avec un petit noyau de personnes qu'on connaît déjà et qui sont là pour nous soutenir. Oui. J'ai vu aussi que dans la préface de votre livre, de ton livre, Arthur Aubeuf, il dit que ce n'est pas seulement sur le digital, ça peut être aussi des événements qui sont, c'est-à-dire en personne, quoi. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a commencé apparemment, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Alors je ne sais plus s'il a commencé comme ça, c'est tout à fait possible. Et de manière assez générale, on le voit dans l'univers du community building, il y a un fort retour, au présentiel, une forte demande de la part, des membres des communautés de se voir, de se rencontrer. Hem, la participation aux événements en ligne, elle est de moins en moins forte. Elle a été extrêmement forte pendant les phases, covid, pandémie, et confinement, bien entendu. Mais aujourd'hui, les gens ont plus envie de se voir, de se rencontrer et d'échanger, de vive voix. En tout cas, c'est quelque chose d'assez puissant dans le cadre des communautés. Parfait. Tu as parlé tout à l'heure des ambassadeurs. Mmh. Alors, comment les marques, elles peuvent-elles encourager leurs membres à devenir des ambassadeurs et à partager leur expérience pour accroître vraiment cette notoriété de la marque? En leur ouvrant la porte peut-être, en leur laissant l'espace nécessaire, pour ce faire. Ça peut être en créant des programmes, ambassadeurs, officiels. Par exemple, Greengot, donc la néobanque verte, Greengot a mis en place un programme ambassadeur avec, bah, des critères, pour postuler au programme ambassadeur qui sont précis, des contreparties. Donc, en tant qu'ambassadeur, voici mes responsabilités, voici mes «devoirs» entre guillemets et voici ce à quoi j'ai le droit en contrepartie, voici mes avantages et mes privilèges. Ça peut être intéressant, de poser un cadre, je pense, pour permettre aux personnes, qui ont envie de s'engager de le faire, mais avec, des règles du jeu. C'est toujours rassurant de savoir, où on va. Hem et oui, ben, je pense en valorisant ces profils, en récompensant les initiatives, qui, bénéficient à la marque, et au projet. C'est bien, merci. Alors maintenant, il y a deux petites questions, je crois qu'on est dans le timing. Quelles erreurs courantes les marques commettent lorsqu'elles tentent de bâtir une communauté? Et comment peuvent-elles éviter ces pièges pour maintenir leur notoriété? Bah, je pense qu'il faut faire écho à ce qu'on s'est dit, j'ai observé quand même pas mal d'entreprises qui se sont un peu lancées, tête baissée dans, la création d'une communauté, mais d'un point de vue très stratégique, suite à peut-être une demande, du comité exécutif ou, des managers, qui n'avaient pas forcément de lien avec le terrain et sans vraiment faire de recherche, sans vraiment faire un effort de compréhension, des personnes qui étaient, ciblées et de la vraie proposition de valeur qu'on pouvait faire à ses membres. Et souvent, quand on fait ça, on va proposer, quelque chose qui ne correspond pas forcément aux enjeux et aux envies des personnes qu'on vise et du coup, on va un peu faire,
tout blanc et se prendre un peu les Oui, pieds dans le tapis. Donc, je pense que ça, c'est une erreur, c'est de ne pas écouter, et de ne pas donner la parole à ses membres, dès les débuts. Et puis ensuite, bah, dans la durée, il faut animer la communauté. Il faut pas penser que parce qu'elle a été créée, elle va s'animer toute seule. Au oui. contraire, il faut, lui donner, du contenu, il faut lui donner, de l'animation, du mouvement, et cetera. Et du coup, bah, cette démarche-là, elle est hyper importante. Donc je pense que pour éviter de tomber dans le piège, il faut être en contact continu avec, sa communauté, poser des questions à ses membres et s'assurer qu'on reste au plus près de leurs enjeux et qu'on comprend bien leurs enjeux. Et je pense que c'est toute la difficulté, c'est de la maintenir vivante en fait. Il y a beaucoup de personnes qui lancent, de marques, qui lancent leur communauté. Elles arrivent à capter des membres, mais elles n'arrivent pas à la maintenir vivante. Non, c'est sûr. Et je pense que c'est là la partie la plus dure, non? Il y a plein de choses difficiles dans la création et l'animation de communauté. En effet, le sujet de l'engagement et de l'animation, est complexe, et il passe, notamment par des logiques, d'écoute et d'itération. Être vraiment au plus près de sa communauté et tester des choses et s'assurer que ce qui marche, est mis en place, à l'échelle et ce qui ne marche pas, n'est pas répété. Alors, pour la dernière petite question pour finir, quel conseil tu donnerais aux entreprises qui veulent aujourd'hui créer une communauté pour renforcer leur notoriété? Quel serait le conseil? Et ben, de ne pas hésiter à y aller, mais d'y aller, justement à petite échelle, peut-être en testant sur, une partie de leur audience, déjà existante. Chez Communo, on a une mini formation justement qui s'appelle la Minimum Viable Community et on l'a conçue parce qu'on s'est rendu compte que c'était difficile pour, notamment les entrepreneurs, de se lancer, avec des ressources, budget et temps limités et que du coup, la bonne approche était souvent de tester et de fonctionner par itération plutôt que, de se lancer à l'échelle tout de suite, de toute façon, on se rend compte qu'ils ne savent pas trop comment faire. Donc d'aller sur un test à petite échelle auprès d'un groupe de bêta, testeurs de la communauté pour, se forger des convictions et avancer, avec sérénité. Et je te remercie beaucoup pour ta participation et à la prochaine peut-être, hein? Ça marche. Je sais que tu vas Merci. sauter dans un train bientôt, alors j'étais en train de regarder le temps partout pour être sûre que Merci, non mais tout va bien, ouais, je te remercie, oui, c'était que sympa tu de aies me eu raconter. le petit C'est temps. parfait. Merci beaucoup. Merci, Au bonne revoir fin de journée. Noémie. Au revoir. Au revoir, au revoir.